Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition de notre émission Le Grand Jeu. Nous sommes au cœur de la géopolitique mondiale, une coproduction Afrique Média et EOD TV avec la grande collaboration de notre correspondant international Luc Michel qui apporte encore une fois son expertise à cette émission. Vous l'aurez compris, nous sommes donc au cœur de la géopolitique mondiale. Nous analysons et décryptons les géopolitiques rivales vues de Moscou, Washington, Bruxelles et pourquoi pas cette semaine de Hong Kong. The group was called Arpour, Resistance, and the color revolutions in Georgia and Ukraine to Venezuela and the Arab Spring uprisings in Egypt. Politics. He's convinced that Canvas is not acting alone. The instigators of those so-called spontaneous protests, these Twitter revolts in Cairo and Tunisia and so forth, have all been pre-organized assiduously. Some of the leaders of the protests have been trained in Belgrade in Serbia by Otpor activists financed by the U.S. State Department. This thing has... It's ultimately the American taxpayer, I think, who's getting... You can repeat it over and over. An easy recipe, but the aftermath may be the hardest. Voilà ce jet de pierre et comme vous le savez dans notre précédente émission, nous décryptions la révolution de couleur avec bien sûr la déstabilisation du Gabon, ces changements de régime orchestrés par des spécialistes de la subversion, ces spécialistes de la subversion donc nés dans la Yougoslavie du président Milosevic, c'était en 2000. Depuis, elles ont essaimé dans toute l'Europe de l'Est, notamment en Géorgie et en Ukraine. Elles ont échoué au Bélarus contre Loukachenko et en Russie contre Vladimir Poutine. Elles ont aussi gagné l'Amérique latine contre Hugo Chavez et puis Nicolas Maduro. Et elles ont connu une version moyen-orientale avec le soi-disant printemps arabe, sans oublier les diverses Occupy aux États-Unis et en Union européenne, organisées par Soros, l'un des financiers de ces révolutions avec son Open Society, pour des raisons liées à des confrontations internes au sein des oligarchies financières internationales. Avec Luc Michel, donc, qui connaît bien ces pseudo-révolutions, nous allons dans cette émission analyser la version chinoise des révolutions de couleur avec Occupy Hong Kong et la soi-disant révolution des parapluies. Une déstabilisation qui vise Pékin et fait la une de l'actualité depuis septembre dernier. Mais avant nos analyses, nous vous livrons en première partie un document qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, The False Flag, c'est ainsi qu'il est appelé, les révolutions de couleur, décryptées par une télévision chinoise. Car en Chine, comme en Russie, on a appris à identifier la subversion version USA. Nous vous présentons un document chinois intitulé The False Flag, le faux drapeau, qui explique et dévoile les méthodes des Américains pour organiser les révolutions de couleur, les 12 étapes pour créer un soulèvement civil et renverser un gouvernement. Étape 1, déployer la CIA, le MI6 et les autres services secrets occidentaux comme étudiants, touristes, volontaires, businessmen ou encore reporters pour cibler le pays. Étape 2, soutenir et mettre au point des organisations, des ONG non gouvernementales combattant soi-disant pour la démocratie et les droits de l'homme et attirant diverses personnes. Étape 3, attirer des traîtres locaux, politiciens, militaires, journalistes, syndicalistes à partir de moyens financiers de la corruption. Étape 4, si le pays a des syndicats, les acheter. Étape 5, trouver un thème sympathique comme nom pour la révolution de couleur. Par exemple, le printemps de Prague en 1968, la révolution de velours en 1989, la révolution des roses en Géorgie en 2003, la révolution du cèdre au Liban en 2005, la révolution orange en Ukraine, la révolution verte en Iran, la révolution du jasmin, le printemps arabe et même aujourd'hui, la révolution des parapluies à Hong Kong. Étape 6, commencer les protestations à n'importe quel sujet
pour démarrer la révolution, si possible au sujet de droits de l'homme, de fraude électorale ou de corruption. Il n'est pas nécessaire d'avoir des preuves, il suffit d'exposer le sujet. Étape 7. Écrire en anglais, affiches et bannières de façon à impliquer le public américain et les politiciens américains. Étape 8. Laisser les politiciens, les intellectuels et les syndicalistes corrompus se joindre au mouvement et prétendent que tout le peuple a des demandes, des revendications. Étape 9. Les médias européens et américains s'impliquent et disent que la révolution est causée par une injustice. Étape 10. Quand le monde entier est en train de regarder, alors établir des actions falflaques de façon à cibler le gouvernement et amoindrir son support dans le public. Étape 11. Faire intervenir des provocateurs violents de façon à provoquer la police à user de la force, ce qui permettra de cibler le gouvernement et de l'isoler des autres gouvernements, de le délégitimiser de la communauté internationale. Étape 12. Envoyer des politiciens américains, des Nations Unies et de l'Europe pour soutenir ces revendications, menacées de sanctions économiques et même de frappes aériennes et de soutien à des mouvements rebelles. Si ces 12 étapes ne marchent pas suffisamment, les États-Unis alors trouveront une excuse pour intervenir militairement et renverser le gouvernement ciblé par la force. En fait, ces 12 étapes se sont trouvées extrêmement efficaces. En 2012, le général Clark, ancien commandant suprême de l'OTAN, avait précisé dans un discours célèbre après les événements du 9 septembre 2001 que le département de la défense américain avait publié un document dans lequel il proposait de détruire 7 pays, l'Irak, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et l'Iran, pendant les 5 prochaines années. Même si le plan ne fut pas complété en 5 ans, il s'est révélé en cours de réalisation et l'est toujours, notamment au niveau du soi-disant printemps arabe. Parmi ces 7 pays, des gouvernements ont été renversés, certains ont sombré dans la guerre civile, d'autres sont aujourd'hui des États faillis. Il n'y avait rien de spontané dans les mouvements civils qui ont organisé le renversement de ces gouvernements. Bien au contraire, ces révoltes ont été soigneusement préparées. Dans les faits, renverser un gouvernement par une insurrection civile est beaucoup moins cher que d'envoyer des troupes et de faire la guerre. C'est pourquoi les États-Unis ont choisi cette solution contre les pays qu'ils estiment être leurs ennemis. Voici maintenant un extrait du discours du général Clark, où celui-ci explique notamment l'action des néoconservateurs et de Ronald Rumsfeld pour pousser l'armée américaine dans diverses guerres. Il explique comment un officier de l'état-major général est venu le trouver au Pentagone pour lui expliquer qu'il fallait attaquer l'Irak, prendre le prétexte de l'implication de Saddam Hussein dans le 9 septembre, ce qui était totalement faux. On sait aujourd'hui que l'Irak bassiste était le meilleur ennemi des islamistes, comme l'est aujourd'hui la Syrie bassiste. Le prétexte était alors trouvé pour attaquer ces États. You know, it's like that old saying he said, if the only tool you have is a hammer, then every problem has to be a nail. Il explique comment la violence et la déstabilisation sont choisies pour agir, notamment en Afghanistan. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said... Il explique comment... D'ailleurs, ce document qui cible 7 pays en 5 ans est un document classifié qu'il n'est pas permis de discuter ou même de publier. Il explique comment l'Irak n'était conçu que comme un commencement avant d'attaquer 6 autres pays, dont la Syrie, la Somalie et l'Iran. And I couldn't believe it would really be true.
Le document passe maintenant à une seconde partie où il va expliquer cette thèse pour expliquer pourquoi Hong Kong est ciblé comme moyen d'attaque du gouvernement chinois. La thèse principale étant que le but étant d'impliquer la Russie et la Chine dans une nouvelle guerre générale. Il explique comment la faillite de l'économie de Chypre a été une des étapes de ce plan. Comment ce plan a été mis en route, notamment en Ukraine, et avec l'attaque false flag du vol de Air Malaysia MH17 au-dessus de Donetsk. Tout cela est un prétexte pour développer des sanctions économiques contre la Russie. Et si les USA doivent attaquer la Chine, c'est évidemment Hong Kong qui sera la première cible. Dans le futur, comment pourra-t-on expliquer ceci? Pourquoi les États-Unis et l'Europe s'en sont pris à la Russie en voulant causer une troisième guerre mondiale? Tout commença avec la crise économique à Chypre. Ensuite, avec l'attaque de l'Ukraine, avec l'affaire des bitcoins, avec l'attaque false flag en Ukraine du vol MH17, de façon à provoquer la Russie à entrer en guerre en Ukraine. Mais pourquoi s'attaquer au gouvernement chinois? Regardez au cours des années précédentes, quelques mois avant, ce qui est arrivé et quelques décennies plus tôt lorsque les États-Unis ont choisi le prétexte d'attaque false flag pour déclencher la guerre. La Chine a aussi ces dossiers semblables à Chypre et à l'Ukraine. La Chine a une petite ville, Hong Kong, qui est responsable évidemment de grandes opérations financières. Et le business et le développement chinois dépendent intensément de Hong Kong. C'est pourquoi les USA s'en prennent en nouveau, en premier à Hong Kong, comme ils s'en sont pris en premier à Chypre et à la Chine, avant de cibler la Russie. Le tout est de forcer la Chine à entrer en guerre. Pour les Américains, Hong Kong est juste une petite ville. Mais il y a une intense compétition sur les monnaies entre les nations. La Chine et la Russie ont développé des liens étroits avec les pays des BRICS, de façon à établir leur propre banque centrale et leur propre monnaie d'échange. Ils veulent arrêter les USA d'imprimer sans cesse de nouveaux dollars en échange des ressources réelles du monde. Mais une monnaie repose sur la confiance dans son gouvernement. Et donc les Américains veulent l'imposer par l'hégémonie militaire, mais en même temps, ils réduisent la confiance que les autres ont dans le pays et son économie. Cela force les gens à reposer tous les échanges sur le dollar américain, parce qu'il n'y a pas une alternative. Cela veut dire que quand l'économie US est pauvre, aussi longtemps que les USA font du tort aux autres économies, ils peuvent quand même maintenir leur domination. Cela explique pourquoi les États-Unis et leur économie n'ont pas fait faillite malgré l'émission continuelle de monnaie. Cela explique aussi pourquoi les Américains ont commencé la crise économique européenne avec le dossier de Chypre. Comme pour le Moyen-Orient en 2010, à travers le printemps arabe, les USA ont détruit des pays au nom de la démocratie qui s'opposaient à eux. L'Égypte, par exemple, qui a vu Moubarak renversé, Morsi gagner une élection et plus tard un nouveau renversement de celui-ci par l'armée. Au cours des années précédentes, les divisions continuaient en Égypte. Kadhafi voulait imposer le dinar or pour les échanges de vente de pétrole. Il a été tué par des rebelles dans le soi-disant printemps arabe. Depuis, la Libye est constamment plongée dans la guerre civile. La guerre civile a également conduit, via le printemps arabe, à la déstabilisation de la Syrie. Les rebelles ont même construit un califat islamique à cheval entre l'Irak et la Syrie. Pourtant, la Russie et la Chine émergent comme des puissances mondiales. La Chine propose même une dédollarisation, c'est-à-dire d'établir des accords bilatéraux avec d'autres pays de façon à se passer du dollar US. C'est une véritable challenge pour l'hégémonie américaine. Les USA voient donc la Chine aussi bien comme un ami que comme un ennemi. Ils ont déclaré une remise à zéro de la balance Asie-Pacifique.
60% des forces navales américaines seront dans le Pacifique en 2020. Cela veut dire qu'il s'agit d'encercler la Russie au départ des autres pays asiatiques. Le but des États-Unis est de plonger la Chine et l'Asie dans le chaos. Ensuite interviennent les éléments de Hong Kong. Cela commença par une protestation d'étudiants, par un comité national qui a proposé une réforme électorale. Le 28 septembre, l'incident commença par Occupy Central, où les protesteurs ont été incapables de s'emparer du complexe du gouvernement central. Ils ont essayé alors d'occuper d'autres complexes administratifs et se sont étendus dans d'autres quartiers. La police anti-émeute a fait usage de gaz, mais la situation est devenue chaque jour davantage redoutable. De plus en plus de gens ont soutenu le mouvement, ce qui a causé le blocage de tout le centre de Hong Kong et de nombreux quartiers, impliquant des milliers de protestataires. Des districts de plus en plus nombreux étaient occupés, un phénomène rarement vu dans l'histoire de Hong Kong. Les protestataires appelaient à la démocratie. Mais en fait, si l'on regarde des deux côtés les arguments de ce mouvement, on voit évidemment des opérations false flag des réseaux américains, notamment des stations de télévision qui ont été attaquées. Plus tard, quelques médias ont mis en cause Joshua Wong, le leader de la protestation qui a été formé par le gouvernement américain et par la fameuse ONG US National Endowment for Democracy, la NED. Des experts chinois confirment cette prise en main de Joshua Wong par les Américains. Des documents de la NED l'établissent. La NED en fait combat officiellement pour des institutions démocratiques dans le monde, mais est une institution du gouvernement US qui finance le renversement de gouvernements dans le monde entier. Des gens ont dit d'ailleurs qu'elle était derrière le financement du printemps arabe en Égypte. Il faut dire également qu'elle a été qualifiée de vitrine légale de la CIA. Des politiciens américains également ont confirmé cela. Les USA prétendent toujours offrir l'aide aux autres pays au nom de la démocratie. Mais ces pays sont aidés, pas au nom de la démocratie, mais pour les rendre instables et non sûrs. Depuis 1991, à travers la NED et d'autres institutions, le gouvernement a utilisé 5 milliards de dollars, par exemple, simplement en Ukraine, soi-disant pour promouvoir la démocratie et changer le régime. Un régime pro-occidental a d'ailleurs été organisé. C'est la raison pour laquelle l'Ukraine maintenant est plongée en guerre civile et dans l'instabilité, le but étant de forcer la Russie à s'impliquer dans une troisième guerre mondiale. Durant les événements d'Ukraine, une vidéo appelée « Je suis une Ukrainienne » a été posée sur les réseaux sociaux au nom d'une soi-disant étudiante ukrainienne qui prétendait dénoncer la corruption. Il a été prouvé maintenant que ce vidéo n'a pas été filmé du tout par les Ukrainiens, mais par un journaliste, un officiste, Larry Diamond, connecté à la NED, de façon à promouvoir la soi-disant révolution ukrainienne. Le but étant d'amener de plus en plus de protestataires dans la rue sous prétexte d'attaquer un régime brutal et corrompu. Ce public ne savait pas en fait qu'il participait à ce qui allait devenir un drame pour le pays. Voici un extrait de ce document, soi-disant filmé sur le Maïdan. Tout cela est une grossière manipulation qui a été tournée avec les fonds de la NED aux États-Unis. Les prétextes appelés de dictature et autres ne tenaient pas, le gouvernement Yanukovych ayant régulièrement été élu. En octobre 2012, le Parlement également, sous le contrôle notamment de nombreuses missions de monitoring international, dont celle de la très pro-occidentale OSCE.
Nous continuons à voir des extraits de ce clip. On voit à travers cela que la soi-disant révolution ukrainienne a en fait entièrement été forgée dans les officines occidentales et américaines. I know that maybe tomorrow we will have no phone, no internet connection, and we will be alone here. Ce clip, évidemment, voulait attirer les opinions publiques américaines et occidentales, attirer leur sympathie et susciter l'indignation de ces publics de façon à soutenir la politique américaine en Ukraine. Cela a été évidemment en grande partie réussi. This freedom in our minds, and now I ask you to build this freedom in our country. You can help us only by telling this story to your friends, only by sharing this video. Please share it. Speak to your friends, speak to your family, speak to your government, and show that you support us. Ce clip de 2 minutes a été vu par 8 millions de gens sur les réseaux sociaux. De la même façon, Occupy Hong Kong a publié une vidéo de 2 minutes qui a été postée sur YouTube. En voici un extrait. Elle date du 29 septembre 2014. Elle présente des activistes chinois. Mais on voit que le mode de réalisation, les thèmes et même le discours est extrêmement similaire à la vidéo ukrainienne. La manipulation pro-occidentale est évidente et évidemment, ce sont les mêmes mentors et les mêmes maîtres d'œuvre, c'est-à-dire les réseaux Otpor, Canvas, Soros, que l'on retrouve derrière Occupy Hong Kong. Les images sont les mêmes, des images de gaz lacrymogène, d'une police frappant des manifestants désarmés, etc. Le truc est éculé, pourtant, il a très bien marché, aussi bien en Ukraine qu'à Hong Kong. Les accusations, évidemment, portées contre le gouvernement de Hong Kong et le gouvernement chinois sont les mêmes que portées contre le gouvernement Yanukovych en Ukraine, c'est-à-dire de ne pas être démocratique. Après cela, les médias mainstream US feront une interview de la petite activiste, comme on le voit ici. C'est évidemment ce qu'on appelle amorcer la pompe de la subversion et créer artificiellement des personnalités qui prendront ensuite le contrôle de l'insurrection. Comme nous l'avons vu dans une précédente émission, la même opération était faite par l'ANED vis-à-vis de centaines d'activistes, de politiciens, de syndicalistes et de journalistes africains lors du sommet USA-Africa Leader de Washington au début du mois d'août 2014, qui de la même façon ont été pris en main et achetés. Voilà la comparaison des deux vidéos. Comment pourrait-on encore douter qu'elles ont été faites par les mêmes, d'autant plus qu'il y a des documents de l'ANET qui concernent Hong Kong et la soi-disant révolution des parapluies. Occupy Central était bien sponsorisé par l'ANED. Et le monde continue à regarder le développement d'Occupy Center Hong Kong. Et chaque jour, on écrit des dizaines d'articles en ligne disant qu'il s'agit d'un mouvement populaire, alors qu'il s'agit d'un renversement, d'une déstabilisation organisée par le gouvernement américain. Un géopolitologue américain, Cartalucci, dans son website Land Destroyer, explique comment ces manipulations sont faites, comment les Américains se sont infiltrés dans la vie politique et médiatique de Hong Kong, comment des fonds étrangers ont financé Occupy Central, et comment de nombreux forums et activités sont organisés directement par l'ANED, la National Endowment par démocratie, et d'autres organismes similaires comme la NDI,
et même le département d'État qui a supporté Occupy Central financièrement. Les principales personnalités dirigeant Occupy Central sont en fait des créatures des réseaux américains, dont le fameux Joshua Young, qui ont des liens étroits avec la NED et la NDI. Plus tard, d'autres politiciens soi-disant démocratiques sont également allés intervenir aux États-Unis avec le soutien de la NED et ont même parlé à un séminaire de la MED. En fait, c'est un plan qui a été mené à Hong Kong, comme il a été mené à Washington, à Wall Street, à Londres, et nous pouvons l'ajouter également à Madrid et à Bruxelles. C'est la série des mouvements Occupy financés par George Soros en Europe et manipulés par les gouvernements occidentaux. Le 10 octobre 2014, le gouvernement chinois, dans le quotidien du peuple, a accusé les USA d'avoir organisé Occupy Central par la NED. La situation est similaire aux révolutions de couleur organisées dans de nombreux pays, disait ce document. Des syndicats chinois qui sont financés par les fonds de la NED et du gouvernement américain sont également intervenus dans l'affaire. On parle de financement par plusieurs dizaines de millions de dollars. En fait, le soulèvement de Hong Kong a été abandonné par les citoyens de Hong Kong, parce qu'il a amené le chaos, parce qu'il a amené la crise économique. Mais le mouvement a continué car il a des moyens, il a des troupes et il a des organisateurs bien payés. Ce sont des opérations false flag qui l'appuient, comme l'incident en Ukraine, l'incident en Syrie, les attaques au gaz, le vol MH17, tout cela, ce sont des opérations false flag pour entraîner les États-Unis dans la guerre et entraîner d'autres pays, leurs ennemis. Il s'agit de créer des guerres qui vont coûter des millions de vies, mais dans la réalité qui vont permettre de continuer à contrôler les peuples. La vidéo là-bas utilise un vocabulaire chinois, elle parle de francs-maçons. Il était plus exact de parler des oligarchies occidentales, qui sont les véritables mentors des révolutions de couleur. Les problèmes sont créés artificiellement et ensuite on prétend leur apporter des solutions. C'est ce qui s'est passé à Hong Kong. Et c'est ce qui fait comprendre évidemment que ce ne sont pas les citoyens eux-mêmes qui les organisent. Comme en Ukraine, le but était de créer une révolution. Les méthodes sont similaires. Mais en Ukraine, le pays est au bord de la guerre civile et aucune solution n'est intervenue. C'est parce que les oligarchies occidentales jouent à la fois les bons et les mauvais, un peu comme dans les films policiers d'Hollywood. En fait, les protestations actuelles à Hong Kong ne trouvent pas de solution, parce que lorsque les deux parties veulent négocier une issue, ils échouent toujours à trouver une solution. Et les problèmes reprennent sans cesse parce qu'ils sont organisés, instigés, préparés d'une façon de plus en plus importante à chaque fois. Nous retrouvons après cet élément donc Luc Michel pour nos premières analyses. C'est dans la deuxième partie donc de notre émission. Luc Michel, très rapidement, que pensez-vous des manifestations pro-démocratie à Hong Kong et pourquoi Hong Kong et non pas une autre ville chinoise? Bachir, votre question tout d'abord, elle appelle une remarque. Les manifestants à Hong Kong ne sont pas des manifestants pro-démocratie, ce sont des manifestants pro-occidentaux. Il faut, j'insiste là-dessus, absolument arrêter d'accepter le vocabulaire occidental. Les occidentaux, américains en tête, ont l'arrogance de prétendre en tête la démocratie, la liberté, le beau, le bien. Ce n'est pas vrai. Le monde qu'ils sont en train de nous bâtir, le monde qu'ils veulent nous imposer, est un monde laid, gris, froid, triste. Et leur démocratie, c'est un système parlementaire qui dissimule une oligarchie politique, financière, industrielle et médiatique qui est tout sauf la démocratie. Ce qui se passe à Hong Kong, c'est assez simple, c'est
la répétition, et je m'en expliquerai pourquoi je dis ça, d'un assaut contre le gouvernement chinois. Hong Kong, depuis la réunification avec la Chine, vit sous un système spécial. Les Chinois disent un État, deux systèmes politiques. C'était une des conditions pour que Hong Kong retourne après la période coloniale britannique à la Chine. Et à cause de cela, Hong Kong est le ventre mou de la Chine ou le défaut de sa cuirasse. C'est donc là qu'on a le plus facile à organiser, à tenter des insurrections contre le gouvernement chinois. Luc Michel, dites-nous un peu à quelle menace fait face la Chine aujourd'hui? La Chine fait face en fait à différentes déstabilisations dans trois domaines bien précis. Le premier, ce sont les minorités musulmanes ouïghours au Xinjiang. C'est un problème qui ressemble un peu au problème des djihadistes dans le Caucase russe. Il y a ensuite la déstabilisation du Tibet. Là aussi, on a créé une imposture médiatique qui est le Dalai Lama, alors que les Chinois ont mis un terme à un régime profondément réactionnaire et moyenâgeux. La troisième, évidemment, le troisième assaut, le troisième front contre la Chine, c'est Hong Kong. C'est la deuxième fois en 3 ans que ce phénomène, qu'une insurrection est lancée. Et évidemment, on peut se poser la question pourquoi à ce moment-ci. La réponse, elle est assez simple. D'une part, et c'est mon avis, c'est une répétition. C'est-à-dire que les gens qui mettent ça en avant, c'est-à-dire les réseaux de déstabilisation américains, et je vais revenir là-dessus dans la dernière partie de mon intervention, eh bien, ont besoin d'une série de tests pour mettre la machine au point. La seconde, évidemment, c'est que c'est un avertissement qui est donné au gouvernement chinois au moment précisément où la Chine vient de se ranger avec la Russie dans 3 domaines. Premièrement, la Chine a dit les sanctions, nous ne les supporterons pas et il faut arrêter de s'en prendre à l'économie russe. Secondement, il y a toute cette machinerie financière qui est en train de se mettre en place entre les Russes, les Chinois et les pays d'Eurasie qui leur sont proches pour mettre un terme à l'hégémonie du dollar. Et troisièmement, évidemment, ce sont les grands accords militaires, les grands accords stratégiques qui lient Pékin et Moscou. Tout ça est intolérable pour Washington, comme est intolérable toute tentative de mettre un terme à leur domination en tant que seule superpuissance sur le monde. Voilà la raison. Luc Michel, qui organise ces révolutions de parapluie? Les donneurs d'ordre sont-ils identifiés? Mais Bachir, on retrouve évidemment là-bas les gens qu'on a déjà retrouvés derrière les révolutions de couleur en Europe de l'Est et derrière le soi-disant printemps arabe dans ce que les Américains appellent le Grand Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve toute une série, les fameux réseaux Otpor, ceux qui forment les activistes, les cyberactivistes et les activistes de la rue pour les premières phases des insurrections pro-américaines. On retrouve évidemment tous les instruments de financement de la subversion américaine, c'est-à-dire la NED, la fameuse National Endowment for Democracy, et on retrouve évidemment les réseaux de notre ami Soros. Il ne vous a pas échappé que le mouvement s'appelle Occuper Hong Kong. Il y a au début du printemps arabe une tentative de faire la même chose en Occident. Ça a été les mouvements, notamment en Europe, Occuper Madrid, Occuper Bruxelles. Il y a eu aussi Occuper Wall Street. Ces mouvements ont semblé d'ailleurs à certains commentateurs pro-américains qui ne réfléchissent pas beaucoup, ont censé être sympathiques, mais en fait on n'a pas vu qui était derrière. On n'a pas compris non plus pourquoi, par exemple, le mouvement Occuper Wall Street avait pour emblème le logo de Otpor, c'est-à-dire le point stylisé noir. Eh bien, tout simplement parce que derrière eux, il y a George Soros. Pourquoi Soros fait-il ça? Tout simplement parce que, à côté de son agenda politique, c'est un des conseillers principaux d'Obama, c'est le financier des révolutions de couleur, mais c'est aussi un grand spéculateur qui mène une guerre actuellement contre une partie de la bourse de Wall Street, contre la bourse de Londres, contre la bourse de Moscou, qui mène une guerre contre l'euro, contre le yen,
par moment en se servant du dollar, et donc Soros a son agenda, et il voulait, je pense, montrer sa puissance et mettre au pas Wall Street à un moment donné. Que le mouvement s'appelle Occuper Hong Kong, il n'a rien à voir avec tout ça, c'est simplement un label connu et qui fonctionne avec le même financement, mais le but ici est clair, c'est de s'en prendre au gouvernement chinois en créant un abcès de fixation, et bien entendu, ceux qui combattent contre toute cette tentative américaine de remodeler le monde doivent évidemment supporter le gouvernement chinois. Les gens qui sont dans la rue à Hong Kong, c'est une extrême minorité. Ce sont ce qu'on appelle, mais c'est un critère américain au départ, ce sont des agents de l'étranger. Et bien entendu, le grand problème de ces gens, c'est qu'ils vont contre les intérêts de leur propre communauté. Le mouvement s'est ralenti lorsque les commerçants de Hong Kong ont vu évidemment que le mouvement les conduisait dans une crise, dans une faillite économique. Donc, avec le gouvernement chinois, comme avec le gouvernement russe ou avec le gouvernement syrien, contre toute cette vomissure venue de l'Occident, pour imposer le modèle occidental et maintenir une domination américaine sur le XXIe siècle. Voilà, merci à vous Luc Michel pour ces analyses. Nous venons donc au terme de cette autre édition. Nous laisserons le soin au président russe Vladimir Poutine de conclure le mot de la fin. Les révolutions de couleur qui ont eu lieu dans de nombreux pays constituent pour M. Poutine une leçon et un avertissement. Nous devons faire tout notre possible pour que cela n'arrive jamais en Russie. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine au cours d'une récente session du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. À très bientôt sur Afrique Média et EOD TV pour une nouvelle édition du grand jeu au cœur de la géopolitique mondiale. J'ajouterai que dans le monde d'aujourd'hui, l'extrémisme est utilisé à des fins géopolitiques pour remodeler les sphères d'influence. Nous voyons les conséquences tragiques auxquelles la vague des révolutions de couleur a mené. Nous voyons quels chocs ont subi et subissent encore les citoyens des pays qui sont passés par toutes ces expériences irresponsables, caractérisées par une intervention extérieure déguisée et parfois brutale dans leur vie. Pour nous, c'est une leçon et un avertissement. Nous devons faire tout notre possible pour que cela n'arrive pas en Russie.